encore de faire face à nos chers internautes pour leur faire part donc de cet entretien et du contenu que nous allons donc développer en face de vous. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur donc de faire face à un ministre, quelqu'un qui a eu à faire ses preuves au sein donc de l'administration judiciaire, quelqu'un qui a un très riche parcours politique, mais également professionnel. Donc, c'est le ministre auprès donc du ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais également chargé de la promotion des droits humains et surtout au niveau donc de la bonne gouvernance. C'est un ministre chargé également de cette question qui est la bonne gouvernance, très souvent débattue donc au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de faire face donc à M. Mamadou Salih Sow. Mamadou Salih Sow, quelqu'un que vous connaissez bien évidemment dans l'administration judiciaire, mais aussi que vous connaissez au sein du gouvernement actuel dirigé par le Premier ministre Amadou Ba. Monsieur Sow, c'est toute l'équipe de Dakaractu qui vous remercie de nous faire donc l'honneur d'échanger avec nous sur un certain nombre de points d'actualité. Donc, nous vous laissons l'honneur de faire face aux internautes et de leur dire un petit bonjour avant de débuter l'émission. Merci beaucoup, M. Camara. Je profite de l'occasion pour saluer en tout cas les internautes et tous ceux qui nous suivent voilà, sur vos plateformes. Et j'espère que le débat va permettre d'éclaircir beaucoup de choses. Effectivement, nous avons l'habitude de vous voir, c'est vrai, nous avons l'habitude de vous voir dans un certain nombre d'activités ici au Sénégal. Mais récemment, on va parler de cette activité-là qui concernait les collectivités territoriales. Nous rappelons que vous êtes le président du conseil d'administration, le président notamment du conseil départemental de Kédougou. Vous avez certainement entendu le chef de l'État récemment avec les acteurs des collectivités territoriales parler de ce qui concerne la décentralisation. J'espère que vous avez su écouter le président et vous avez entendu le contenu. Qu'est-ce que cela vous inspire par rapport donc à cette démarche liée donc à ces collectivités territoriales-là? Merci beaucoup, M. Camara. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... M. Fall, vous m'excusez, M. Fall. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est important, c'est que le président de la République porte une attention particulière en ce qui concerne la décentralisation et même la déconcentration, je dirais. C'est la raison pour laquelle, pour consolider en tout cas la décentralisation au Sénégal, le président de la République a en tout cas réformé l'acte 2 de la décentralisation en mettant en œuvre l'acte 3 de la décentralisation pour donner beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de force aux collectivités territoriales. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a institué la journée de la décentralisation, durant laquelle tous les acteurs territoriaux, les conseillers départementaux, les conseillers municipaux, en tout cas, et d'autres acteurs, en tout cas, sont réunis et débattent autour de la question de la décentralisation pour voir, en tout cas, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour permettre au Sénégal d'arriver à une décentralisation appropriée. Il y a aussi beaucoup d'efforts à faire parce qu'aujourd'hui, on parle de communalisation, on parle d'autonomisation de certaines collectivités dans un contexte assez compliqué. Bon, on voyait que peut-être qu'il y a beaucoup de communes qui dépendaient des mairies centrales. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous tendons donc à voir disparaître progressivement. Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une cohérence territoriale. Comme le président a l'habitude de le dire, il fallait avoir des territoires viables et porteurs de développement durable. C'est la raison pour laquelle, vous savez, avant 2013, il y avait ce que l'on appelle la région comme collectivité territoriale. Le président de la République a estimé que la région est très éloignée
en tout cas des préoccupations des populations. Donc il fallait il fallait mettre en place en tout cas des collectivités territoriales qui étaient plus proches des populations. C'est la raison pour laquelle il a été en tout cas institué deux ordres de collectivités territoriales. Le premier ordre, c'est le département. Le deuxième ordre, c'est la commune. Maintenant, comme vous le savez aussi, avant 2013, il y avait les communes d'arrondissement, il y avait les communautés rurales. Donc, pour qu'il y ait plus d'harmonie, le président a décidé que pour ce qui concerne les communes rurales, il fallait en tout cas les communautés rurales, pardon, il fallait les ériger en communes pour qu'il y ait l'équité territoriale, parce que pour le président de la République, toutes les collectivités territoriales sont d'égale dignité. Et il en est ainsi aussi des communes d'arrondissement. Donc c'était pour avoir une cohérence, en tout cas pour que tout le monde sache qu'au Sénégal, nous avons le département avec des compétences bien spécifiées et nous avons les communes avec des compétences bien déterminées. Maintenant, l'un des objectifs les importants pour le président, c'était quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas de communes de seconde zone, de communes et de communautés rurales. Il fallait avoir des communes d'égale dignité pour permettre quand même à ces communes, comme c'est le champion de l'équité territoriale, quand même de bénéficier des investissements de l'État, parce qu'il a compris, il le savait d'ailleurs, que pour qu'il y ait développement, le développement doit venir de la base pour arriver au sommet et non le contraire. Mais aujourd'hui, quand on parle de cette cohérence territoriale, est-ce que cela ne va pas être remis en cause ou même trahi avec le comportement de certaines collectivités territoriales, le comportement de certains élus? Peut-être c'est le président qui a eu même à fustiger cela après la mise en place du réel réseau c'est-à-dire le regroupement de l'opposition. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une question qui risque de fragiliser cette dynamique? Non, pas du tout, parce que vous savez, d'abord, il faut préciser, l'État, je dirais les collectivités territoriales, c'est des démembrements de l'État. Je pense que le président l'a précisé. Et les collectivités territoriales, même si les acteurs qui composent ces collectivités territoriales sont des hommes politiques, mais la collectivité territoriale n'est pas politique. C'est des démembrements de l'État, c'est des financements de l'État, c'est les fonds de décentralisation et les fonds d'équipement qui font fonctionner les collectivités territoriales. Sur ce, l'État restera ferme en appliquant la loi dans toute sa rigueur. C'est-à-dire, les collectivités territoriales ne sont pas des collectivités qui sont sorties de terre comme ça, ex nihilo. C'est des territoires qui ont été organisés. Certes, des élections ont été organisées. Mais pour ne pas répondre peut-être à cette dynamique de prise de position, etc., est-ce que le président ne devrait-il pas, en quelque sorte, peut-être prendre en compte cette entité quand même? J'arrive, j'ai pas... Parce qu'ils font partie quand même des maires. Hein. Non, faites doucement. Le président n'a pas... Le président, il a été clair. En réalité, aujourd'hui, la loi permet à tous les élus de créer leur structure. Le président n'a pas dit que non, moi je vais interdire la création des structures. Pour preuve, dans notre parti, nous avons des structures qui sont reconnues dans le parti. Mais le président, pour qu'il y ait cohésion nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République, c'est lui la clé de voûte des institutions, c'est lui le garant de la sécurité et de la tranquillité du pays, c'est lui le garant du fonctionnement régulier des institutions. Donc, ce qu'il a dit, les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Et de tout le temps, au Sénégal, même lui, quand il était à l'opposition, il a respecté les institutions qui étaient là. C'est l'AMS, c'est l'ADS, c'est l'UAL. Donc, chacun peut, en tout cas, créer sa structure au niveau de son parti, qui est reconnu par son parti, mais les structures qui sont reconnues par l'État, ce sont ces structures-là. C'est pour éviter quand même, parce qu'il faut le dire aussi, il faut oser le dire, d'autres ont créé ces structures pour, en tout cas, créer une dichotomie, pour contester en quelque sorte la légitimité,
en tout cas, de ces structures-là. Okay. Donc, c'est pourquoi le président de la République a tenu à préciser, à faire comprendre, en tout cas, aux élus, que vous êtes élus, vous êtes de l'opposition, mais il faut comprendre que vos collectivités territoriales, ce n'est pas des collectivités territoriales politiques de Benno Bokk Yakaar, de tel. C'est des collectivités territoriales étatiques parce que c'est l'État qui donne les financements. Donc, vous devez respecter les lois et règlements. Vous avez tout à l'heure parlé d'équité territoriale et vous avez même donné cette nomination au président de la République. Il est le champion de l'équité territoriale. Donc, c'est vous qui le dites, mais pas l'opposition, par exemple, quand on voit peut-être les nombreuses critiques faites par ses opposants à l'endroit du régime, avec peut-être un certain nombre de défaillances, la malgouvernance, etc. Aujourd'hui, vous êtes le ministre chargé de cette question de gouvernance. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne gouvernance au Sénégal au moment où nous sommes? Oui, tout ce qui se passe. Il faut faire la distinction entre équité territoriale et bonne gouvernance. Si je dis que le président... Je ne fais pas la corrélation, mais je vous dis simplement que même s'il y a un champion de l'équité territoriale, c'est ce même champion à qui on reproche, par exemple... J'arrive, je veux expliquer pour que les internautes comprennent. Quand je dis c'est le champion de l'équité territoriale, parce que tout simplement, je pense qu'avant 2012, les programmes et projets pratiquement s'arrêtaient à Kaolack. Nous, on dit qu'il est champion parce que depuis qu'il est arrivé, il a mis en place beaucoup de structures dans nos régions qui étaient des régions périphériques. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est le champion de l'équité territoriale. Parce que depuis qu'il est arrivé, vous ne pouvez pas voir un département où le président de la République n'a pas laissé son empreinte en termes d'infrastructures routières, avec le PUDC, le PUMA. Beaucoup de mécanismes ont été, en tout cas, créés et des mécanismes qui ont montré quand même leur importance. Maintenant, quant à la question de la bonne gouvernance, vous savez, il faut comprendre une chose, c'est que quoi que vous fassiez, les gens vont critiquer. Ça, c'est normal. C'est le rôle de l'opposition. À chaque fois qu'on pose des principes, à chaque fois qu'on fasse quelque chose, leur rôle, c'est de dire non, ce n'est pas bien fait. Mais ce n'est pas un prétexte pour faire ce que l'on veut au sein du gouvernement. Non, mais on ne fait pas ce que l'on veut. La bonne gouvernance, faites doucement. Comme je l'ai dit, je l'explique souvent pour que les gens comprennent. Ce n'est pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux qui est vrai. Parfois, on dit n'importe quoi alors que ce n'est pas la vérité. Je vais vous dire une chose. La bonne gouvernance, c'est un processus. Quand vous êtes un État, vous venez vous trouver une situation et vous essayez de poser des actes pour sortir de cette situation. Je l'ai dit souvent, quand le président de la République est arrivé en 2012, le premier acte qu'il a posé pour montrer qu'il est soucieux, en tout cas du respect de la bonne gouvernance, qu'il est soucieux de la redevabilité, c'est la mise en place de l'OFNAC. Il a mis en place l'OFNAC. Ensuite, en 2014, il a renforcé l'OFNAC en lui donnant, par exemple, en estimant que par rapport à la déclaration de patrimoine, voilà, l'OFNAC est compétente. Ensuite, deuxièmement, quand le président est arrivé, il y a ce que l'on appelle les corps de contrôle. Quand il s'est rendu compte que ces corps de contrôle sont, entre guillemets, sans moyens, et il a décidé de les doter en moyens matériels, en moyens humains, en recrutant un personnel qualifié, mais aussi en les donnant tous les moyens pour permettre de faire, en tout cas, leurs investigations pour produire des rapports. Et ensuite, et deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, et c'est très important, c'est que les rapports de contrôle que vous avez, c'est des rapports qu'on fait au président de la République pour l'aider à la décision, pour lui dire, là, on estime que ça ne va pas, donc voilà les recommandations pour que l'état de la bonne gouvernance... En guise d'exemple, on peut prendre ces rapports que nous avons récemment vus. J'arrive d'abord, permettez-moi de continuer un peu, on va revenir sur les rapports, mais permettez-moi d'abord de continuer pour vous dire, par exemple, l'opposition nous dit, ouais, ce régime ne fait pas de la bonne gouvernance. Mais
depuis que le président de la République est arrivé, il a réduit drastiquement le train de vie de l'État. Moi, l'exemple qu'on peut donner, c'est surtout par rapport aux ministres. Vous voyez un peu partout au Sénégal, vous entendez dire que les ministres, c'est des millionnaires, ils sont en train de voler notre argent, alors que ce n'est pas la réalité. Quand le président de la République est arrivé, d'abord, je l'ai dit et je l'ai redit, il est arrivé par rapport aux directeurs généraux. Au départ, les directeurs généraux, d'autres avaient 20 millions, d'autres avaient 15, d'autres avaient 10. Donc le président de la République est arrivé pour dire, écoutez, dans ce pays, un pays en voie de développement, les directeurs généraux ne peuvent pas avoir un salaire de plus de 5 millions. Il a plafonné les salaires. Même chose pour les PCA. Il a plafonné les PCA en catégorisant. Ensuite, il est arrivé, il a estimé que aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé antérieurement sur les logements de fonction, qu'aujourd'hui, les ministres ne peuvent pas avoir de logement de fonction, on les donne une indemnité. Quand il est arrivé aussi, vous avez vu par rapport au logement conventionné, le constat qui a été fait, c'est que beaucoup de services de l'État, notamment des ministères, étaient loués. Le président de la République a décidé non seulement de construire des sphères ministérielles pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de location. Vous avez vu tout récemment par rapport aux véhicules administratifs. Je pense que aujourd'hui, les ministres n'ont pas de véhicule administratif. C'est du leasing. Ça peut-être, en réalité, on peut parler d'allègement ou même de prise en compte du train de vie de l'État. Ça, c'est une très bonne initiative et tout le monde a salué. Mais quand on parle, par exemple, quand on fait allusion peut-être à certaines pratiques au sein de certains ministères aujourd'hui, et quand on nous sort un rapport qui épingle peut-être un certain nombre de responsables au sein de certains ministères, aujourd'hui, on peut douter peut-être de cette gouvernance. D'accord. Ça aussi, c'est... Dites-moi quelle pratique, parce que moi, je ne suis pas au courant de ces pratiques. Vous avez quelle pratique, par exemple, vous donnez un exemple par rapport à telle pratique, non, par rapport à telle personne. Non, parce que ce qu'il faut comprendre... les rapports qui parlent de Covid, par exemple. Ça rentre dans le cadre de la malgouvernance. Non, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, en réalité... Ou bien on ne peut pas considérer cela non, c'est pas... Non, vous savez, c'est ce que je dis. Quand il faut parler de bonne gouvernance, on le prend de manière globale. Je donne souvent l'exemple d'un élève. Quand on dit qu'un élève est bon, souvent c'est la moyenne. C'est-à-dire, en mathématiques, il a 18, en français, il peut avoir 15, mais dans d'autres secteurs, il peut avoir 12, par exemple. Maintenant, c'est ça, c'est la moyenne qui est prise. On ne dit pas, oui, parce qu'il a 18 de l'autre côté, là, il a 8, c'est un mauvais élève. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et je vous dis aussi, quand des rapports sont faits, quand on fait des rapports, c'est pas parce qu'on a fait le rapport, c'est pour aider le président de la République, au fond, à prendre des décisions. Parce que c'est normal, dans un État. C'est parce que nous sommes soucieux de la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle que nous acceptons ces rapports-là. Vous pensez personnellement... Permettez-moi. Oui. Si on n'est pas soucieux de la bonne gouvernance, on pouvait refuser que ces mécanismes existent, que ces rapports existent. On pouvait dire, on n'est pas sûr de nous, ou bien voilà, mais en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus. Sur la base de ces rapports-là, sur la base des manquements, c'est vrai qu'il y a toujours dans un État, l'exercice d'un État qui vous dit, vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, vous allez partout, dans un État, il y a des manquements. Maintenant, l'objectif d'un gouvernement, l'objectif du président de la République, c'est d'avoir ces recommandations-là et de voir comment changer et qu'au fil du temps, qu'on ait en tout cas l'objectif qu'on s'est fixé. Parce que aussi, bonne gouvernance, c'est un objectif, il faut le dire, c'est un processus. tout de suite. Effectivement. Aujourd'hui, vous pensez, personnellement, vous pensez que le président, bon, vous avez tout à l'heure parlé peut-être de décisions ou même d'inciter le président à prendre des décisions par rapport à certains rapports. Ces rapports récents sur la gestion de la Covid, etc., vous pensez que le président prendra les décisions idoines? C'est clair. Non, le président, nous qui le connaissons un peu, on sait que si
Si, je dis bien, il faut que ça soit clair. S'il y a des manquements, le président prendra ses responsabilités. Maintenant, je ne peux pas vous dire à l'heure où il y a des manquements ou pas. C'est des rapports qui ont été fournis. Mais je sais que le président de la République tient la question de la bonne gouvernance lui tient à cœur, malgré les supputations, malgré les diffamations, parce que nous sommes dans un pays, c'est comme ça. C'est-à-dire, en réalité, vous pouvez faire un excellent travail et qu'il y ait une petite chose, qu'on oublie tout le travail qui a été établi, et puis qu'on regarde sur cette chose-là pour dire qu'il n'y a pas de bonne En termes de bonne gouvernance, si vous auriez peut-être une note à donner, vous donneriez combien au chef de l'État, oui, ou même au régime actuel? Oui, c'est ce que, bon, moi, je pense que vous allez donner une très bonne note. Non, c'est ce que je dis. Je suis un peu mal placé pour dire, parce qu'aujourd'hui, c'est normal, moi, je suis le ministre qui est chargé de la question. C'est normal que je donne une très bonne note. Mais je veux dire tout simplement, en tout cas, ce que moi je peux dire, c'est que le Sénégal est un bon élève. Parce que quand vous regardez les mécanismes internationaux un peu partout, le MAIP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est une structure indépendante. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle est rattachée à l'Union africaine parce qu'ils ont senti son importance dans en tout cas dans ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques en matière de bonne gouvernance en Afrique. Aujourd'hui, ceux-là se sont déplacés pour venir au Sénégal pour faire, en tout cas, leur évaluation et ont estimé que le Sénégal est un pays, en tout cas, qui fait la promotion de la bonne gouvernance. Ils ont estimé que ce pays est un pays modèle en Afrique. Maintenant, c'est pas. Vous pouvez me dire de l'autre côté, oui, ce n'est pas ce que les Sénégalais disent. Vous regardez les autres mécanismes, même au niveau international. Aucun mécanisme aujourd'hui n'a dit que le Sénégal est un pays qui est mal gouverné. Au contraire, quelqu'un qui vient au Sénégal et qui voit aujourd'hui comment le Sénégal est en train d'évoluer ne peut pas dire que ce pays est mal gouverné. Sortez à l'extérieur et voyez comment ça se passe là-bas. Et venez ici voir comment ça se passe. Vous verrez que quand même, il y a une très grande évolution. En tout cas, nous, on le sent, on le voit. Parce que si on sort, nous sommes considérés comme des modèles. Et ça, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour le gouvernement du Sénégal. Bon, on va peut-être entériner ce que vous avez dit par rapport à ça, même s'il y a plusieurs Sénégalais, plusieurs Sénégalais qui disent totalement le contraire. Mais aujourd'hui, on parle également de droits humains. Ouais. Vous êtes également chargé de cette question au sein du gouvernement. Le rapport récent de Amnesty International par rapport à ces répressions, par rapport à ces dérives ou même par rapport à ces interdictions de manifester, etc., qui bafouent et qui foulent aux pieds les droits fondamentaux des citoyens. Aujourd'hui, est-ce que cela ne vous inquiète pas? Non. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, parfois c'est une question de perception. La perception, elle peut être fausse, mais malheureusement, c'est la perception parce que c'est elle qui est véhiculée. Aujourd'hui, nous sommes en face de nous, en tout cas les réseaux sociaux, où tout le monde peut distiller une information, voilà, et que voilà, les gens pensent que c'est la vérité alors que ce n'est pas la vérité. Vous savez, par rapport à Amnesty International, nous, personnellement, nous avons reçu Amnesty International. Et il faut le dire, d'abord, ils ont magnifié l'État du Sénégal. Ils ont magnifié, en tout cas, en disant carrément que l'État du Sénégal est en train de faire et a fait beaucoup de choses pour promouvoir et protéger les droits humains. Ça, c'est la première chose. Mais Amnesty International nous a fait part de préoccupations. Je vais vous dire les préoccupations. L'une des préoccupations, c'était par rapport au Code de l'enfant. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'arrêté Ousmane Ngom. Voilà, donc, entre autres, et par rapport aux manifestations, ils ont posé ces problèmes. Mais le gouvernement a été ferme, les a donné des réponses précises, concises. Par rapport au Code de l'enfant, nous les avons expliqués en leur disant aux enfants de la rue, parce que moi je n'aime pas trop dire enfants talibés, mais enfants de la rue, ce sont ces questions qui ont été posées. Par rapport à ces questions, nous les avons fait comprendre par rapport au Code de l'enfant. Nous sommes au Sénégal, nous avons notre culture,
nous avons nos réalités sociales. Donc, ce qu'eux, ils conçoivent là-bas comme code de l'enfant, l'appliquer ici comme ça, sans discussion, ça va être très compliqué. Donc, nous avons élaboré le code de l'enfant. Aujourd'hui, nous l'avons fini. Mais nous sommes obligés de discuter avec les différents acteurs au Sénégal. Parce qu'aussi, il faut comprendre qu'au Sénégal, nous avons une spécificité qu'il faut respecter. Donc, nous les avons dit que nous sommes en train de discuter avec toutes les couches sociales. Et à la fin, nous allons voir, parce que aussi, nous aussi, les lois, tout ce que nous faisons... Par rapport au code de l'enfant. Oui, par rapport au code de l'enfant, les lois, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la société. Nous ne pouvons pas faire des lois qui ne sont pas acceptées par la société, même si elles sont acceptées de l'autre côté. Parce qu'on les a demandé, en tout cas, de ne pas faire ce que l'on appelle une injonction culturelle. Donc, c'est ça. On les a donné cette explication et ils ont compris. Nous sommes en train de faire tout le possible pour que, quand même, que ce code de l'enfant, voilà, soit... Et par rapport aux manifestations? Par rapport aux manifestations, j'arrive. Les manifestations, aujourd'hui, celui qui dit que les libertés publiques de manifester ne sont pas respectées au Sénégal, il dit ce qu'il veut. Parce que là aussi, nous avons amené des chiffres. Sur 100 manifestations, il n'y a qu'une seule manifestation qui est interdite. Et souvent, une manifestation, ce n'est pas le président Macky Sall qui interdit une manifestation. En réalité, comment ça se fait? C'est un régime déclaratif. Vous voulez manifester. Vous informez le préfet que vous voulez manifester. Vous donnez l'itinéraire. Sur la base de ça, mais les autorités administratives, eux aussi, ils ont leur service. Ils vérifient, est-ce que cette manifestation ne trouble pas l'ordre public? Pour voir l'opportunité. L'opportunité. Donc, c'est sur cette base-là. Si, avec toutes les enquêtes, parce que l'État aussi a des informations qu'un particulier, qu'un citoyen lambda n'a pas, si on se rend compte que ces manifestations peuvent créer du trouble, des troubles en tout cas à l'ordre public, à ce moment, l'autorité administrative soit demande à ce qu'on modifie l'itinéraire, soit qu'on reporte ou soit qu'on annule. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, les gens font un régime déclaratif, les services leur reviennent pour leur dire qu'il y a un problème, changer l'itinéraire, ils disent qu'ils ne changent pas l'itinéraire. Et malheureusement, l'État ne fonctionne pas comme ça. L'État, c'est du droit. L'État, ce n'est pas de l'anarchie. D'accord. Mais ils ont également donné leur position, ou même ils ont émis des inquiétudes par rapport peut-être à ce retard sur la réalité des faits de mars 2020-2021, bon, les événements de mars. C'est-à-dire que c'est toujours au point mort quand même. Oui. Alors qu'il y avait peut-être le gouvernement qui avait annoncé des enquêtes indépendantes. Oui, vous savez, c'est une situation très complexe. Vous avez vu les événements, comment se sont déroulés. Il y a eu des morts. Et ces morts sont dus, pour la plupart du temps, à des appels. C'est des opposants qui ont appelé à ce que les gens manifestent. Et il y a eu des problèmes. L'État, son rôle aussi, c'est d'assurer l'intégrité du territoire. Son rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix, la tranquillité. Le gouvernement du Sénégal, sur ce dossier, est en train de faire son travail. Mais comme je dis souvent, le temps, en tout cas, il y a des gens, des personnes qui sont pressées. Le gouvernement est en train de faire le travail comme il se veut. Et au bon moment, nous allons présenter les conclusions et les dispositions seront prises pour, en tout cas, éventuellement sanctionner. L'avant-dernière question, on est arrivé presque au terme de l'entretien. Vous êtes également, bon, je le soulignais tout au début, vous êtes au niveau du ministère de la Justice. Bon, vous êtes ministre auprès du ministère de la Justice. Bon, ce auprès-là, très critiqué par les Sénégalais. Il y a beaucoup de auprès dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, vous êtes au sein de ce ministère et vous avez peut-être une bonne maîtrise par rapport à ce bracelet électronique qui est annoncé pour donc alléger la souffrance des détenus, pour jouer donc sur un certain nombre de questions liées donc à aux libertés des détenus. Bon, quelles sont les particularités de ce bracelet et quelle est réellement son utilité? Merci beaucoup. Pour le bracelet, à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai la passion
pour répondre à celle-ci. Parce que le bracelet électronique, c'est moi qui l'ai présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif du bracelet électronique, c'est de lutter contre la surpopulation carcérale. Le constat, c'est que un peu partout, ce n'est pas une spécificité sénégalaise. Le constat, c'est qu'un peu partout, il y a un problème de surpopulation carcérale. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui, il faut le préciser, parce que c'est important. Parce qu'au Sénégal, de 1960 à nos jours, presque aucune prison, je dis prison pour que les populations comprennent, n'a été construite. Ces deux prisons au Sénégal, c'est la prison de Saint-Louis et celle de Rebeuss, qui est destinée à accueillir des détenus. Tous les autres prisons, c'est des maisons qui ont été modifiées. Voilà, ils ont augmenté les chambres pour faire des prisons. Donc, c'est pourquoi, parce que dans notre culture, on a fait comprendre aux autorités, à l'époque, en tout cas, que si vous construisez une prison, vous risquez d'y aller. Donc, on n'a pas construit de prison. C'est quand le président de la République est arrivé qu'il a décidé de construire des prisons. D'ailleurs, nous avons construit la prison de Sébikotane. Aujourd'hui, avec le programme de modernisation des infrastructures judiciaires, de la justice, nous allons construire sur 6 ans 9 établissements pénitentiaires. Tout ça, c'est pour désengorger les prisons. Maintenant, le bracelet électronique, parce que vous savez, il y a des mécanismes aujourd'hui dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, qui permettent en tout cas de faire en sorte que les détenus, par exemple les grâces, les libertés conditionnelles, les libertés provisoires, tout ça, c'est pour permettre en tout cas de désengorger un peu les prisons. Mais nous avons compris que ces mécanismes à eux seuls ne suffisent pas. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il faut essayer le bracelet électronique. Et il faut le dire avec joie que le Sénégal, c'est je dirais le deuxième pays en Afrique, le premier pays de l'Afrique de l'Ouest qui a en tout cas mis en place le bracelet électronique. Donc nous avons voulu mettre en place ce bracelet électronique pour 2 choses fondamentalement. La première chose, c'est pour faire en sorte qu'il y ait moins de longues détentions. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec ce qui se passe pour la plupart du temps, quelqu'un a un problème, a maille avec la justice, dès qu'il arrive, on lui met un mandat de dépôt et parfois il peut rester 3 ans, 3 ans et demi sans pour autant être jugé. Nous avons estimé quand même avec les bracelets électroniques. Et il faut le préciser, ces bracelets électroniques ne seront pas donnés n'importe comment parce qu'il y a un juge qui est là et il est volontaire aussi, on ne va pas imposer. Donc, on a décidé qu'on va mettre en place ce bracelet électronique pour désengorger les prisons. Maintenant, il concerne non seulement, comme je vous l'ai dit, ceux qui n'ont pas encore été jugés. Pour les éviter la prison, les mettre le bracelet électronique, ils vont attendre à la maison le temps qu'il y ait l'instruction. Mais est-ce que c'est un bracelet aussi, qui prend... Permettez-moi, j'arrive, oui. Permettez-moi. Mais aussi, c'est fait pour ceux qui ont été déjà condamnés. Mais pas n'importe quelle peine. C'est certaines peines seulement qui sont visées. Mais là aussi, par exemple, si vous êtes malade et que vous êtes en prison, vous ne pouvez pas, en tout cas, vous ne pouvez pas, les conditions carcérales sont difficiles, vous pouvez bénéficier du bracelet électronique et rester à la maison. D'autres aussi qui peuvent aussi bénéficier de ce bracelet électronique. Donc, globalement, voilà les raisons pour lesquelles nous avons mis ce bracelet électronique et nous pensons quand même que ce bracelet électronique, combiné aux autres mesures, peut permettre quand même de désengorger les prisons, notamment aussi par la construction des établissements pénitentiaires. Est-ce que ce bracelet électronique aussi ne prendra pas en compte que peut-être une certaine couche sociale, on parle souvent que c'est un bracelet qui est fait pour les riches, entre guillemets, pour ceux qui sont peut-être moins défavorisés que d'autres, quoi. Oui, c'est ce que je veux. Oui. Pourtant, j'ai tâché de le préciser tout à l'heure en vous disant que ce n'est pas possible parce que le bracelet électronique,
ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui se lève pour dire, oui, on donne à celui-là ou on donne à l'autre. Il y a un juge qui est là. Et il y a une commission. C'est le juge et la commission qui va se réunir pour décider qui a droit au bracelet électronique et qui n'a pas droit au bracelet électronique. Et il faut le dire aussi, ce bracelet électronique, il y a beaucoup d'infractions qui ne sont pas concernées par ce bracelet électronique. Par exemple, quand on prend, je vais aller dans ce sens-là, le détournement de deniers publics, il n'est pas concerné. À la seule condition, en tout cas, que quelqu'un qui a fait un détournement de deniers publics peut bénéficier à ce bracelet électronique, c'est qu'il rembourse tout. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Donc, dans les textes aujourd'hui, on ne peut pas donner le bracelet électronique à quelqu'un voilà, parce qu'il est proche du pouvoir ou pas. Non, nous l'avons créé en tout cas pour les prisonniers, tous les prisonniers qui remplissent les conditions. Voilà, et ces conditions sont posées par un magistrat et par en tout cas un comité ou une commission qui se réunit pour en tout cas poser ces conditions, et c'est sur la base de ces conditions qu'ils vont donner les bracelets électroniques. D'accord. Vous êtes aussi quelqu'un qui maîtrise le droit ou qui maîtrise peut-être, bon, je veux dire, peut-être qui maîtrise un peu le système judiciaire, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, cette question qui tient en haleine le peuple sénégalais par rapport à cet opposant et cette jeune masseuse, aujourd'hui, c'est pratiquement le sujet dont tout le monde parle. Est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui arrivera à terme? D'abord, bon, merci de me dire que je maîtrise le droit. Hein. Donc, bon, je pense qu'on fait de notre mieux. Vous savez, il faut aussi que les gens comprennent. Dès lors, moi, en tant que ministre auprès du garde des Sceaux, dès lors qu'un dossier est pendant devant la justice, je me réserve le droit de ne pas trop m'effancher sur ce dossier. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, contrairement à beaucoup de ministères, le ministère de la Justice ne fait que administrer la justice. C'est-à-dire, nous administrons, en réalité, nous sommes avec un pouvoir judiciaire. Les juges sont indépendants. En réalité, c'est eux qui instruisent, c'est eux qui délibèrent. C'est à la justice de dire si la personne a commis une infraction ou bien elle n'a pas commis une infraction. Moi, en tant que ministre auprès du garde des Sceaux chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, moi, le seul souhait, c'est que la vérité apparaisse et que les Sénégalais soient édifiés. Et puis, je pense que la vie continue. Ce n'est pas la fin du monde. Une dernière question avant de clôturer cet entretien. Vous allez retourner à l'Assemblée. Bon, je pense que vous ne l'aviez pas souhaité à ces conditions, dans ces conditions. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est le droit de l'opposition et c'est ce qui est normal. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale leur donne parfaitement le droit donc d'introduire une motion de censure. Ils n'ont pas été convaincus par votre Premier ministre, par votre chef. Bon, c'est vrai que peut-être vous avez été convaincus, mais pas eux. Qu'est-ce que vous attendez donc demain, lors de votre... bon, peut-être on peut considérer que c'est votre dernière face-à-face avec les parlementaires. Ouais. D'abord, me réjouir. Parce que quand on dit que le Sénégal n'est pas en état de droit, mais je pense que là, nous avons la preuve que le Sénégal, c'est un état de droit. Le Sénégal, c'est un beau pays en termes de démocratie. Parce que dans beaucoup de pays, ça ne peut pas marcher. Donc, voilà. Je pense que c'est normal. Le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer et voilà, nous mettre les bâtons dans les roues. Mais nous aussi, on gère, parce que c'est comme ça la démocratie. C'est vrai, nous, on est, en tout cas, on est satisfait de la déclaration de politique générale de notre Premier ministre. Parce que quand il est arrivé, il a appelé à l'apaisement. Il a rappelé le rôle du député, en leur faisant comprendre qu'un député, même si vous êtes en tout cas, vous avez été investi par un parti. Quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous êtes le député du peuple. Et on doit éviter certains comportements
les comportements regrettables que nous avons vus dans cette Assemblée tout récemment. Donc, ça, c'est une posture importante. Ensuite, deuxièmement, le Premier ministre a rappelé les réalisations du président de la République dans ce pays, même si certains députés ont pris la parole pour dire que c'est du déjà vu. Mais c'est normal. Le Premier ministre, en tant que, je dirais, le primus inter pares, en tant que celui qui coordonne la politique du gouvernement, c'est normal qu'il vienne pour faire la synthèse des politiques sectorielles des ministères. Donc vraiment, c'est une fierté. Enfin, et c'est important, le Premier ministre a donné des perspectives. Le Premier ministre a estimé que c'est un gouvernement de combat, mais pas combat comme le voit l'opposition, pas combat comme le voient certains qui sont de mauvaise foi, mais c'est un combat contre la vie chère. C'est un gouvernement de combat contre les injustices. C'est un gouvernement de combat pour alléger considérablement la souffrance des Sénégalais. Parce qu'il faut comprendre que cette souffrance, nous ne sommes pas responsables de celle-ci, parce qu'elle émane des chocs, notamment de la Covid, notamment du conflit ukrainien, qui a aujourd'hui touché tous les pays au monde. Mais ce qu'il faut constater et ce qu'il faut se réjouir, c'est que le gouvernement sénégalais est en train de prendre les choses à bras le corps et de se battre pour améliorer considérablement les conditions de vie des Sénégalais. D'accord. Depuis quand vous ne vous êtes pas rendu à Kédougou, votre terre natale? Bon, c'est vrai que vous avez été élu président du conseil départemental de Kédougou. C'est-à-dire un hommage que vous rendez à ces populations qui vous ont fait confiance pour vous donner donc cette tâche. Quel est peut-être le sentiment que vous avez lorsque vous avez été porté à la tête de cette structure? Oui, un sentiment de fierté. Vous savez, c'est une reconnaissance d'un travail que nous avons fait. C'est une équipe pendant plusieurs années. Et je profite de l'occasion pour féliciter tous mes collaborateurs, vraiment, qui ont fait un excellent travail. À Kédougou, moi, je vais presque 2 fois par mois. Voilà, donc j'essaie d'être proche des populations. Et vraiment, je pense que, d'ailleurs, si je suis là, parce que je représente Kédougou dans le gouvernement, c'est grâce aux populations de Kédougou, parce qu'elles ont eu confiance en moi. Et depuis qu'on est arrivé, on est en train de faire beaucoup d'efforts. Par exemple, moi, en tant que président du conseil départemental, je pense que ces temps-ci, vous avez vu un peu partout à travers le Sénégal, les étudiants ont des problèmes de location, on est en train de le sortir. Mais nous, déjà, à Kédougou, le conseil départemental paye chaque année 47 millions de francs CFA pour, en tout cas, les étudiants. Et nous avons décidé dans les différentes universités du Sénégal, notamment à Dakar, pas dans les différentes universités, mais à Dakar. Mais nous avons décidé, pour régler définitivement ce problème, d'acquérir un terrain à Dakar ici, d'un montant de 200 millions de francs CFA. Et nous sommes en train de discuter avec les partenaires pour voir comment on peut ériger un immeuble pour les étudiants pour régler définitivement ce problème. Ça, nous sommes là-dessus. Je pense que sous peu, nous allons signer, en tout cas, le contrat d'achat du terrain. Maintenant, nous avons d'autres chantiers. Nous sommes aujourd'hui en train de construire un collège, collège Bakary Dansoko à Kédougou, qui va nous coûter plus de 100 millions. Nous sommes en train aujourd'hui de réhabiliter les blocs, le bloc scientifique et technique du collège, du lycée Massireba de Kédougou. Nous sommes en train aujourd'hui de construire, parce que là aussi, vous savez, souvent les médecins, les infirmiers qui vont à Kédougou, ils ont un problème de location. Donc voilà, nous avons estimé que pour les aider, en tout cas pour les motiver, pour les pousser à venir à Kédougou, de construire des logements pour les médecins, pour les mettre dans des bonnes conditions. Voilà, donc nous avons beaucoup de chantiers que je ne peux même pas citer parce que ça peut prendre une émission. J'aurais souhaité que ça soit une émission entière pour vous dire quand même en une année toutes les réalisations que nous avons pu faire à Kédougou. Bon, vous allez vous réjouir parce que on vous a donné peut-être ne serait-ce que 5 minutes pour faire part donc, de vos projets que vous avez déjà entamés. Oui, merci. Ça, c'est un acquis. Mais bon, merci en tout cas pour cet entretien. Merci de nous avoir reçus. Merci. Nous vous laissons donc dire votre dernier mot. Merci. Pour donc dire au revoir. Au revoir. D'accord.
Merci beaucoup. Vraiment, je remercie ceux qui nous ont suivis. Et je leur dis avec vraiment beaucoup d'humilité que si j'ai eu à dire des paroles qui ne sont pas agréables, vraiment, je m'en excuse. Maintenant, s'il arrive aussi que j'ai dit des choses qui sont bonnes, il faut qu'ils comprennent tout simplement que c'est normal, c'est le jeu de la démocratie. En tout cas, je lance un appel à la jeunesse. Cet appel, c'est un appel de paix, de stabilité. Dans ce pays, l'Afrique nous regarde parce que nous sommes la vitrine en matière de démocratie. Nous sommes la vitrine en matière de droits humains. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux réseaux sociaux. Il faut qu'on comprenne que tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux ne sont pas la vérité. À chaque fois que vous avez une information, chers internautes, essayez de prendre de la distance, de voir si ces informations sont vérifiées, parce que c'est ça qui amène les problèmes. Le Sénégal, c'est un État de droit. Le Sénégal, c'est un État démocratique. Faisons en sorte de consolider ces acquis, parce que si nous ne consolidons pas ces acquis, nous sommes le dernier bastion qui reste en Afrique. Et moi, je vous prie, chers jeunes, je sais que vous êtes compétents, je sais que malgré votre jeune âge, vous comprenez les enjeux. Je vous prie de revenir, en tout cas, de voir les choses en tant que telles. Ce Sénégal-là, c'est notre Sénégal, c'est un Sénégal pour tous, c'est un Sénégal de tous, donc nous devons nous battre pour qu'il y ait de la stabilité, pour qu'il y ait la démocratie. Voilà, c'est ce message-là que je pouvais lancer. lancer. Merci en tout cas d'avoir donc accepté de recevoir donc Dakaractu à travers l'entretien. Donc merci pour la disponibilité. Nous remercions également les équipes qui ont facilité donc cet entretien à travers ceux qui sont autour de vous. Vous remerciez vous également, chers internautes. Remerciez également ceux qui étaient au niveau donc, de la régie, Elhaj Khan, Diamadian et Célèbre. Donc vous remerciez et vous donnez rendez-vous, chers internautes, dans un autre numéro de l'entretien.